C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Le pacte national de stabilité sociale pour la croissance et le progrès a été soumis ce mercredi pour validation technique des mandants tripartites par le Conseil national du dialogue social. C'est la dernière étape avant la signature du document par le gouvernement, le syndicat et le patronat. Et puis cette bonne nouvelle pour des patients souffrant de pathologies articulaires invalidantes, le service orthopédique du centre chirurgical interarmé Caen-Camaïenne vient de réaliser la toute première opération d'arthroplastie. Le fleuve Niger est aujourd'hui plus que jamais menacé de disparition. Des briques sont fabriquées le long des berges. Malgré les efforts des autorités, des forts de briques cuites sont encore visibles dans le secteur de Diarra. Le développement dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le recensement biométrique lancé le 15 avril dernier est une initiative majeure qui vise à doter chaque citoyen guinéen d'une identité juridique et numérique. Cette action qui s'inscrit dans une démarche de modernisation et d'inclusion sociale a été marquée par la participation du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a le 17 avril dernier reçu les agents recenseurs au palais Mohamed V. Ce recensement se présente comme une étape clé dans le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel. Fatoumata Koroma. Un Guinéen, une identité juridique et numérique. C'est l'objectif principal du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps. Et nous invitons tous les citoyennes et citoyennes de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude
et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance, copie intégrale qui sera délivrée à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du PNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur. Les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale. Le président du CNT a ce jeudi reçu en audience des imams de la capitale Conakry. L'idée est de les associer au référendum prévu le 21 septembre prochain. C'était aussi l'occasion de formuler des prières et bénédictions pour la paix et l'unité nationale. Robert Siditolno, compte rendu. Dans le souci du bon déroulement du référendum prévu pour le 21 septembre 2025, le CNT, sous la clairvoyance de Dr Dansa Kourouma, multiplie les initiatives. Ce jeudi, ce sont plus de 300 imams venus des différentes communes de la capitale, mais également de Koya et de Dubreka, qui se sont donné rendez-vous au Palais du Peuple. Objectif, faire des prières et invocations pour la réussite du processus de transition en Guinée. Je voudrais ici réitérer notre ferme engagement en tant que religieux de vous accompagner à partir de cette journée de prière jusqu'à référendum, jusqu'à toutes les élections qui concernent la Guinée. Sachez que vous venez de poser un jalon sur le plan religieux qui est considéré comme l'aumône continue. Après la lecture du Saint-Coran, des prières et invocations, ces religieux se sont dit réconfortés par cette initiative du CNT. En tant que religieux, c'est de sensibiliser les citoyens et faire et accompagner le régime avec nos prières ferventes en public et dans notre solitude. Au regard des efforts fournis dans le renforcement du tissu social, de la paix ainsi que de la bonne tenue du référendum, Dr Dansa Kourouma a appelé les imams à tous les niveaux à l'unité d'action. Les membres du CNT votent la même constitution à 100%. Même abstention, il n'y a pas eu. Et que nous, on reste indifférents à cela, on ne reconnaît pas ça à notre Seigneur. Dieu va se fâcher contre nous. Comme Dieu veut qu'on lui demande plus, nous nous rassemblons ici ce matin pour lui demander aussi, pour que cette constitution qui a été adoptée à 100% soit aussi adoptée par les Guinéens à 100%. Cette rencontre de prière et d'invocation se tient à un moment où l'organe législatif de la transition s'apprête à déployer des équipes sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la vulgarisation pour le référendum.
Comme annoncé dans les titres, le ministère du Travail et de la Fonction publique œuvre à instaurer un climat de confiance durable entre les acteurs du secteur. Après 6 mois d'intenses travaux, le pacte national de stabilité sociale pour la croissance et le progrès a été soumis ce mercredi pour validation technique des mandats tripartites par le Conseil national du dialogue social. C'est la dernière étape avant la signature du document par le gouvernement, le syndicat et le patronat. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. En octobre 2024, le Premier ministre Amadou Ouriba lançait officiellement les travaux d'élaboration du Pacte national de stabilité sociale pour la croissance et le progrès social. Et depuis, sous la houlette du ministère du Travail et de la Fonction publique, les techniciens se sont mis à la tâche. 6 mois après, le Conseil national du dialogue social soumet le document à la validation technique des mandats tripartites, gouvernement, syndicats et patronat. Notre pays, pour la première fois, va disposer d'un document dont le contenu est un condensé des principales préoccupations du monde du travail guinéen. L'ossature du pacte est bâtie autour de 7 axes stratégiques, déclinés en des priorités et présentés sous forme de tableaux, comportant des colonnes avec des responsabilités pour chaque priorité. Nous allons les examiner minutieusement durant ces 2 jours pour aboutir au texte final devant être transmis au gouvernement dès la fin de nos travaux pour organiser la cérémonie de signature. C'est le gage du développement que nous ambitionnons. C'est le gage de croissance sociale que nous ambitionnons. Comme vous le savez, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de travail sans paix. Et pour arriver à la paix, il faut le dialogue. Fruit du dialogue et du compromis, ce pacte est un instrument essentiel de pacification du milieu du travail en Guinée. En souscrivant à l'élaboration et à l'adoption d'un pacte de stabilité, le mouvement syndical guinéen a démontré sa disponibilité en faveur d'une paix sociale durable dans notre pays. Il a, dans ce sens, privilégié le partage des responsabilités des différents acteurs du monde du travail pour construire une Guinée forte et prospère sur la base de la justice sociale. La CGGI se réjouit de voir que les préoccupations de notre communauté d'affaires ont été intégrées dans le processus d'élaboration de ce pacte. Nous croyons fermement qu'une croissance durable passe nécessairement par un secteur privé fort. La validation de ce document et sa signature prochaine sont des priorités du gouvernement guinéen afin d'instaurer un climat de confiance entre les acteurs du monde du travail. Dans le registre de la sécurité frontalière, la ville de Sigiri était récemment à l'honneur pour abriter un forum sous-régional en ligne de mire le modèle guinéo-malien pour inspirer d'autres pays de l'Afrique orientale comme l'Éthiopie et le Kenya. Un nouveau plan d'action est adopté pour assurer en permanence la sécurité au sein des frontières africaines. Diamant Kaba, reportage. Entre la Guinée et le Mali, la coopération bilatérale se solidifie. Ici à Sigiri, très proche de Bamako, la capitale malienne, un nouveau rendez-vous annuel regroupe les acteurs à tous les niveaux. Ensemble, ils renouvellent leur engagement pour intensifier la lutte contre les conflits. Une vingtaine de personnes formant une délégation venue de l'Afrique de l'Est, précisément du Kenya et de l'Éthiopie, pour venir rencontrer les cadres guinéens et maliens chargés des questions de frontières, pour échanger les expériences. Cela signifie que la politique de paix, d'unité et d'intégration prônée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, fait ses échos au-delà même de nos frontières. L'Éthiopie et le Kenya, qui sont venus vraiment s'inspirer de la dynamique de coopération transfrontalière entre le Mali et la Guinée, à travers les GLCT Kangaba Sigiri et Mandiana Yamfolla, qui ont beaucoup travaillé dans la consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés transfrontalières. Ce bel exemple de coopération dynamique entre la Guinée et le Mali est inspirant. Nous, en tant que partenaires, la GIZ, à travers le programme Frontières de l'Union africaine, nous appuyons ces États depuis 2008. C'est aujourd'hui une fierté pour nous de voir que ce produit
est en train d'être bien vendu, est en train d'être bien demandé à travers le continent. Et pendant l'atelier, nous avons appris quelque chose qui est très fondamental que nous allons partager avec nos différentes communautés de l'Afrique de l'Est. Après 72 heures de partage d'expérience, les ambitions communes se rejoignent désormais entre ces pays qui comptent aller plus loin dans le registre du renforcement du climat de paix et de confiance. Le projet d'appui à la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique de l'Ouest entre dans sa dernière phase. À Zérékoré, les acteurs se retrouvent autour des défis à relever pour la pérennisation des acquis de ce projet transfrontalier Guinée, Côte d'Ivoire, Libéria. Avec les Monimba en commun, ces trois pays tablent sur les perspectives de préservation de ce patrimoine mondial de l'UNESCO après le pape fort lancé Kamisoko, Mohamed Saloupa et Mohamed Lamine Diallo. La préservation des Monimba reste et demeure la principale préoccupation de ces trois pays. Réunis à Zérékoré, au compte de la dernière séance du comité de pilotage du projet d'appui à la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique de l'Ouest, PAPFOR, les différentes délégations rassurent les partenaires quant à la prise en main de la situation par les États concernés. Nous fondons un espoir fort sur la poursuite des actions à travers le projet Natura Africa, le projet de gestion des ressources naturelles mines-environnement et sur l'engagement croissant des acteurs privés. La mise en œuvre effective de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya, doit continuer de guider nos efforts pour que le site du Monimba soit retiré de la liste du patrimoine mondial en péril. En ce qui concerne les perspectives, le 3e CD avec le projet Makouré a démarré côté Côte d'Ivoire. Donc, le projet ne sera pas à l'abandon au niveau de la Côte d'Ivoire. Le projet Makouré va nous permettre de poursuivre la pérennisation des acquis. Pour soutenir ce dynamisme interne dans les États partis, une base vie est construite dans le district de Bakoré afin d'abriter le centre des opérations de conservation de Monimba et Simandou. Tous les remerciements de l'UNOPS à tous nos partenaires, notamment l'OIPR en Côte d'Ivoire, la FDA au Libéria et le CEGENS en Guinée ici. Ces organisations ont démontré leur capacité de gérer des projets. Ce n'est pas seulement préserver les plantes, les animaux, le magnifique mont Nimba que vous avez, mais c'est aussi de le faire pour le développement durable des communautés. Dotée de toutes les commodités, la nouvelle base vie du centre de gestion des Monimba et Simandou est bien plus qu'un simple local, c'est le symbole de la conciliation entre développement durable et préservation de la nature. Modernisation de l'administration publique. Le ministère du Travail et de la Fonction publique s'active d'arrache-pied pour concrétiser cette vision. 2 signatures de partenariat sont scellées entre l'Institut national du service public de Paris, l'Institut régional d'administration de Lille et l'Institut national de formation et de perfectionnement de Guinée. Cette action ouvre la voie à de futures collaborations en matière de formation des agents publics, en plus de valoriser les résultats des programmes de formation certifiante. Amadou Touré, Mohamed Souma. C'est une mission de travail marquée par des signatures de partenariat dans le cadre de la modernisation de l'administration publique guinéenne. Tout d'abord à Paris, où la directrice générale de l'Institut national du service public ex-ENA de France a ratifié un accord de partenariat avec le directeur général de l'Institut national de formation et de perfectionnement de Guinée. Il porte sur la collaboration de mutualisation et de valorisation du capital humain au niveau de l'École nationale d'administration de Guinée. Nous avons signé une déclaration d'intérêt qui va être un levier pour pouvoir avoir des coopérations concrètes et opérationnelles entre nos deux pays en matière de formation. C'est un grand rendez-vous et un pas très important conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui fait du renforcement du capital humain dans la dynamique du programme Simandou comme une priorité pour le pays. Après Paris, la délégation du ministère du Travail et de la Fonction publique est reçue à Lille où un partenariat est désormais scellé entre l'Institut régional d'administration IRA de Lille et l'INFP de Guinée.
On a quand même développé des expertises sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les thématiques du management, de la conduite de projet, du conduite de changement. Donc nous, je pense que le département de la fonction publique de la République de Guinée peut attendre de notre part qu'on mette à son profit notre expertise. Ces différentes signatures ouvrent la voie à de futures coopérations en matière de formation des agents publics, d'expertise, permettront de valoriser les résultats des programmes de formation certifiante, notamment le programme d'appui au perfectionnement de l'administration publique. Par ailleurs, le Forum international des secrétariats généraux du gouvernement a pris fin la semaine dernière à Conakry. Soutenu par l'Union européenne, les participants ont procédé à un partage d'expériences et ont décidé à l'unanimité de poursuivre leur rapprochement à travers des rencontres comme celle-ci. On en sait un peu plus avec Carnos Mandialo. Au bout de 3 jours d'échange, le premier forum international des secrétariats généraux du gouvernement organisé par la Guinée aboutit à la mise en place d'une plateforme d'échange à l'échelle continentale. La signature de la déclaration commune, un des moments marquants de cet événement, illustre l'engagement de tous les participants à continuer à travailler ensemble pour davantage rendre plus efficace la mise en œuvre des programmes gouvernementaux en renforçant partout le travail des secrétaires généraux des gouvernements. Notre famille des SGG, à travers la déclaration, a adopté et elle a instauré des mécanismes de solidarité entre ses membres par l'échange et le partage en matière d'expérience réussie dans l'exercice de nos compétences. Tout d'abord, c'est de remercier les autorités guinéennes, remercier mon homologue pour l'initiative qu'il a prise, mais aussi pour la parfaite organisation, et dire que c'était une très très belle initiative. Si elle n'existait pas, il fallait la créer. Ça a permis aux SGG de se connaître. Afin de poursuivre l'élan amorcé, la Guinée est désignée pour assurer durant 2 ans la présidence du réseau africain des secrétariats généraux du gouvernement avec pour siège Conakry. La première et la deuxième vice-présidence sont accordées respectivement au Tchad et au Maroc. Les secrétariats généraux du gouvernement constituent des structures d'appui technique administrative indispensable pour la continuité de l'action de l'État. C'est une avancée majeure pour nous, le fait même de se réunir pour la première fois, chose qui n'existait pas avant, qui n'a jamais eu lieu. C'est ça la première avancée. La prochaine rencontre du Forum international des secrétariats généraux du gouvernement aura lieu en Guinée en 2026. Deuxième grand titre de cette édition, le service orthopédique du centre chirurgical interarmé du camp Kamayenne vient de réaliser la toute première opération d'arthroplastie en Guinée, une prouesse chirurgicale qui marque un tournant décisif dans le développement de la médecine orthopédique nationale. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Le service orthopédique du centre chirurgical des armées du bataillon d'infanterie de camp Kamayenne franchit une étape historique en réalisant sa première intervention d'orthoplastie en République de Guinée. Cette opération chirurgicale a été menée avec succès par une équipe dévouée de médecins Minkuruma, bénéficiaire d'une prise en charge du Fonds d'indulgence et de développement, est la première patiente à subir cette intervention dans le pays. Le but de l'intervention, c'était d'enlever faire des composés là et là, remplacé par cette surface articulaire par un implant prothétique, par une prothèse totale de genou. Alors c'est ce qu'on a fait. On a fait une prothèse et ici on a mis les prothèses. On est satisfait du résultat. On voit que le membre est mieux axé qu'avant. Je pense que c'est parfait. Dès demain, la dame, elle peut se lever pour commencer à utiliser. Pour venir ici, on a eu beaucoup de facilités quand même, et qui ont été notées. Et moi, par contre, je rendrai compte à ce cheval et qui, eux, peut-être ils pourront aussi apporter d'autres aides à ce sujet. Et nous espérons que la collaboration, quand eux, les autorités guinéennes, nous le facilitent, et nous serons tout le temps disponibles. Bien que cette pathologie touche principalement les personnes âgées, elle peut être favorisée par des facteurs tels que le surpoids, des antécédents traumatiques et le manque d'activité physique. Traditionnellement,
cette intervention chirurgicale représente un coût considérable pour les patients. C'est une occasion pour moi de remercier la hiérarchie militaire. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour nous de faire cette intervention dans une structure militaire. Il faut dire qu'on est au bataillon d'infanterie du camp Camayen, mais puisque le service de santé des armées, c'est un service qui est transversal, on a décidé de faire cette chirurgie pour la première fois ici. Mais c'est une chirurgie qu'on fera à l'hôpital militaire de Conakry ultérieurement et dans d'autres structures de l'armée. À leur sortie du bloc opératoire, ces patients rétablis ont exprimé leur gratitude envers les autorités qui ont facilité la prise en charge au sein de cette structure sanitaire des armées. Institution de référence dans la sous-région ouest-africaine, elle concrétise un pari réussi pour la médecine militaire guinéenne. Désormais, la pratique de l'orthoplastie est bel et bien une réalité dans le pays. Je remercie les autorités pour leur soutien et aussi les médecins. Ça fait plus de 3 ans mon fait mal. C'est cette fois-ci que j'ai eu l'opportunité. Je remercie tout le monde. La gonarthroscopie compartimentale est une intervention chirurgicale. Elle consiste à remplacer les structures articulaires naturelles du genou par une prothèse en vue de restaurer ses fonctions. Cette première expérience réussie marque une avancée considérable dans le développement de la médecine militaire dans notre pays. À Bokeh, les professionnels de santé viennent de tenir leur 2e session du comité technique régional de la santé pour le compte de l'année 2025. 4 jours durant, les directeurs préfectoraux et autres agents ont fait le bilan des activités réalisées ces 3 derniers mois avant de se projeter sur les actions futures en faveur des populations. Younes Atawel Kamara, reportage. Les responsables de la santé de Bokeh se retrouvent pour la 2e fois pour la session du comité technique régional de la santé. Elle regroupe les directeurs préfectoraux de la santé de Gawal, Koundara, Fria et Bofa, mais aussi des directeurs préfectoraux des hôpitaux privés et publics et des pharmacies. Les principaux objectifs visés par cette rencontre sont les suivants. Apprécier le niveau de la mise en œuvre des recommandations du précédent CTRS, présenter et analyser les résultats du monitorage des activités des centres de santé, des hôpitaux, des secteurs publics, parapublics et privés de la région au cours du 2e semestre 2024, analyser la situation financière des structures et formations sanitaires dans la région sanitaire de Bokeh, et l'appui des partenaires techniques et financiers. Durant ces 2 jours d'intenses travaux, des questions liées à une meilleure couverture sanitaire dans la région et l'approvisionnement des structures sanitaires en produits pharmaceutiques sont débattues. Nous sommes là pour appuyer les efforts des structures déconcentrées afin de contribuer efficacement à l'amélioration durable de l'état de santé des populations de la région de Bokeh. Je voudrais vous rassurer que les autorités administratives à tous les niveaux de la région de Bokeh ne ménageront aucun effort pour le soutien total et inconditionnel des services de santé de notre région, et cela dans le souci majeur de contribuer au bien-être des populations. Au terme de ces 2 jours de travaux de diagnostic, quelques recommandations sont formulées. Des recommandations qui vont permettre de trouver des solutions pour améliorer la santé des populations de cette région minière. Nous poursuivons cette édition. Le comité national du réseau d'Afrique de l'Ouest de laboratoires de biologie médicale vient de tenir sa première réunion pour le compte de l'exercice 2025. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment le rapport des activités réalisées sur le terrain et les projections sur l'année en cours. C'est un reportage de Kerno Maroufba et Ousmane Ouatsissé. La biologie médicale joue un rôle primordial dans la prévention tels que le dépistage et la surveillance. Depuis 2019, le réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale est lancé dans ce pays pour harmoniser les recherches biomédicales. En Guinée, le comité national du réseau Lab 3 se retrouve pour échanger sur les activités réalisées en 2024. Nous avons une activité phare d'ici 2025. Nous allons mettre en place un programme national d'évaluation externe de la qualité, c'est-à-dire que nous allons regarder la qualité des résultats qui sortent de tous les laboratoires pour être sûr que ce sont des bons résultats.
Ceci, c'est un processus, ça demande un gros investissement humain, mais aussi financier. Cette troisième phase du Rezao Lab a permis à la consolidation de la formation continue des techniciens du laboratoire. Nous communiquons davantage entre pays, nous échangeons, nous faisons en sorte que nos niveaux se ressemblent, que nous avançons tous ensemble et qu'on ne se dise pas « Ah, à Dakar, le laboratoire est mieux qu'à Conakry, ou bien qu'au Burkina, ou bien qu'à Bamako. » Et on a pu constater pendant le comité de pilotage des avancées significatives dans la mise en œuvre des activités qui sont prévues. Donc le bilan en date pour 2024 est très satisfaisant et les projections d'activité en 2025 aussi sont rassurantes pour atteindre les indicateurs du projet. Pour l'année 2025, le Rezao Lab 3 se fixe comme axe d'intervention le renforcement institutionnel à l'appui à la mise en œuvre des politiques de biologie médicale ainsi que l'accompagnement technique des laboratoires en matière de diagnostic dans les 7 pays membres. À Koubia, lancement de la campagne agricole couplée avec la vaccination du bétail contre le charbon bactéridien. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui a présidé la cérémonie. Les acteurs promettent une bonne moisson pour cette saison agricole afin de réussir le pari de l'autosuffisance alimentaire. Nabila Kamara, Sarafdine Diallo. C'est dans la localité de Kounantou que le lancement de la campagne agricole 2025 couplé à la vaccination du bétail contre le charbon bactérien a eu lieu dans la préfecture de Koubia. Une préfecture qui constitue un véritable grenier dans la région. Cette action salvatrice s'inscrit dans votre objectif de nourrir la population à partir de ses propres ressources. Vous prenez ainsi les mesures idoines pour éviter les pertes d'animaux, trésors de nos citoyens, et la préservation de la santé humaine afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée. La Chambre régionale d'agriculture de l'Abbé porte la voix des acteurs du monde rural de la région pour solliciter auprès de vous et du gouvernement la prise en compte de leurs préoccupations, dont la mécanisation de l'agriculture, le désenclavement des zones de production, la subvention des intrants agricoles et de l'élevage. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, fait de ces deux secteurs une priorité pour l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons prévu de faire l'embauche des bovins, de 5 000 bovins, et l'embauche de 25 000 petits ruminants pour permettre aujourd'hui à nos populations d'accueillir des animaux production locale. Ici à Koubia, nous avons voulu donner le temps, le coup d'envoi de la vaccination du bétail qui nous nourrit sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et sa suite ont visité un domaine agricole de plus de 60 hectares aménagé par Agrifam. Le développement d'un pays se matérialise par l'autosuffisance alimentaire, un objectif qui est en train d'être atteint par le CNRD et son gouvernement. Bientôt, centre culturel pour la jeunesse du district de Goléa, sous-préfecture de Kouria, préfecture de Koya. Les travaux de construction ont démarré la semaine dernière. C'est un bâtiment multifonctionnel qui servira à l'apprentissage de plusieurs métiers, aussi à la promotion des activités culturelles dans ce district situé à 100 km de la capitale. Mangué Toumassouma, reportage. L'autonomisation des futures mères et des jeunes garçons passe incontestablement par l'apprentissage de métiers divers. Mais faudrait-il un cadre approprié pour réaliser cette ambition? À Goléa, la fondation Moustapha Diaby pour l'humanitaire veut relever ce défi. L'initiative de ce projet, c'est pour l'autonomisation des femmes et des enfants. L'association Musicadar, ça c'est une association qu'on a créée depuis 2014 en France. Donc c'est grâce à cette association qu'on a des dons, des aides pour aider nos familles ici. Elle a eu l'initiative de créer cette association humanitaire, Moustapha Diaby, qui aujourd'hui elle est en train de poser la première pierre de la construction d'un grand centre d'accueil et d'orientation des jeunes guinéens vers le corps de métier d'avenir.
Le démarrage des travaux de construction de ce futur centre d'apprentissage suscite espoir et soulagement chez les bénéficiaires. C'est une initiative qui impacte l'évolution du pays, qui contribue au développement social même de Kouria ici, de Koléa, mais de Koya, de Conakry, de toute la République de Guinée. La Fondation Moustapha Yabi pour l'humanitaire est une ONG qui contribue au développement socio-culturel en Guinée, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la culture et de la religion. À Rekaria, les opérations de recensement ont aussi commencé. Les autorités préfectorales sont à pied d'œuvre pour sensibiliser les administrateurs territoriaux et autres acteurs impliqués. L'idée est d'amener les citoyens à se faire recenser. Moussa Bangora, Sidi Cissé. Vulgarisation des actus pour une bonne conduite de l'administration publique. Ici, à Forêt-Caria, l'autorité préfectorale échange avec les sous-préfets, présidents des délégations spéciales, chefs de quartier, religieux et services de défense et de sécurité. Le débat est axé sur le recensement des citoyens avec le PN RAVEC pour plus de responsabilité. Les sous-préfets, les maires, pour leur dire leur rôle qu'ils doivent jouer avant, pendant et après le recensement. Et le message a bien compris, on a fait 2 heures de débat, d'échange, de questions, et tout le monde est parti outillé. Cette rencontre fait suite au séminaire tenu au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec l'ensemble des préfets et gouverneurs du pays. Nous sommes engagés pour que ce recensement se passe dans les meilleures conditions. Le préfet a incité et invité tout le monde, tous les acteurs à s'impliquer. À partir de cette rencontre, j'ai compris que la Guinée doit être maintenant dans une plateforme administrative technique. Une plateforme qui permettra à tout Guinéen d'être identifié. Parce que quand on a son acte identique, son acte de naissance, on est vraiment un bon citoyen. À l'administration préfectorale, cadres, directeurs préfectoraux et chargés d'état civil sont réunis aussi pour les mêmes exercices. Ainsi, invite est faite à la population à se faire recenser. Protection des travailleurs migrants sur le territoire guinéen. La Guinée et ses partenaires viennent de franchir une étape importante à travers la validation de la stratégie nationale de la migration de la main-d'œuvre fondée sur les droits de l'homme. Mamadi Terna Kamisoko nous en dit plus. Pays de départ et de destination des travailleurs migrants, la Guinée opte pour une migration équitable et bien gérée. Avec l'accompagnement de ses partenaires internationaux, le pays s'est doté d'une stratégie nationale de la migration des main-d'œuvre fondée sur les droits de l'homme et sensible au genre. Un consensus est enfin obtenu entre les acteurs et le document final est validé par toutes les parties à l'issue de ces 2 jours de travaux à Conakry. La stratégie que vous avez validée aujourd'hui permet de poser des fondations solides, tout d'abord pour renforcer le cadre juridique et institutionnel, mais aussi pour améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes migrantes. Également pour construire des passerelles concrètes entre emploi, formation, mobilité professionnelle et reconnaissance des compétences. Après l'adoption de ces documents que nous avons débattus ici, j'espère que ces documents contribueront effectivement et de manière significative à minimiser les impacts de ces déficits qui affectent nos populations migrantes en Guinée et dans chacun des États membres de la CEDEAO. L'Organisation internationale du travail, à travers les projets appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest et renforcement de la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture et du travail domestique agridome, accompagne techniquement le ministère du Travail et de la fonction publique dans ce processus. La formulation de la présente stratégie s'inscrit dans la dynamique de la signature en février dernier du programme pays de promotion du travail décent 2025-2029 pour la Guinée, auquel j'ai eu le privilège de participer. Elle a pour objectif de faire progresser l'agenda du travail décent pour toutes et tous, y compris les travailleurs migrants en Guinée. L'élaboration donc d'une telle stratégie est une opportunité pour notre pays d'accorder une importance capitale à la question de migration. Elle renforce la coordination entre les différentes institutions, elle améliore la gestion des données migratoires
et faire la promotion des accords bilatéraux de travail et de sécurité sociale. Sur la question de la migration de la main-d'œuvre, les rôles et responsabilités des acteurs impliqués sont désormais clairement définis, ainsi que la stratégie de mobilisation des ressources et le mécanisme de coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Parlons à présent de transparence dans les industries extractives avec cette réunion du comité de pilotage de l'Itio-Guinée. L'objectif est de renforcer les pratiques qui visent à promouvoir la transparence dans le secteur minier guinéen, aussi permettre aux populations de bénéficier des retombées de l'exploitation minière de façon juste et équitable. Mamadou Alpha Baldé. Pendant que la Guinée renforce et diversifie son secteur minier, le pays reste déterminé à maintenir la transparence dans son secteur extractif. Pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le comité de pilotage de l'Itio-Guinée échange sur les efforts du pays dans ce domaine. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est devenue de nos jours la norme mondiale de bonne gestion des ressources naturelles, pétrolières et gazières. Donc la Guinée a adhéré à cette initiative en tant que pays minier par excellence en avril 2005 pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans le secteur minier et permettre l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Cette réunion du comité de pilotage se tient en présence de représentants de l'ITU à l'international. Cette réunion du comité de pilotage se tient en présence de représentants de l'ITU à l'international. L'initiative permet surtout de faire du secteur un véritable moteur du développement à travers la culture de la transparence. L'évaluation qui sera faite à partir du 1er octobre 2025, on aura besoin véritablement, avant qu'on arrive à cette échéance, que l'Itio-Guinée se repositionne et que remobilise tous les acteurs, également le gouvernement puisse l'accompagner dans ce processus-là avec les moyens techniques et financiers. L'implication de la société civile est l'une des principales composantes du processus. À travers l'ITIE, les retombées issues de l'exploitation minière doivent être connues de tous. Dans l'actualité, toujours l'opération Ensemble. Maintenant, notre paradis propre est lancé à Imbaya. Très tôt ce matin, des jeunes munis de balais, pelles et autres ont débarrassé grandes artères de leur quartier d'ordures. Une action citoyenne portée par le mouvement des jeunes Yete Kanfé de Imbaya Port 1 qui compte étendre leurs activités dans le Grand Conakry, son Assagnon. À Imbaya démarre un élan pour l'assainissement de la capitale. Cette initiative de grande envergure, dénommée Action Ensemble, maintenant notre paradis propre, est portée par le mouvement des jeunes Yete Kanfé de Imbaya Port en collaboration avec l'entreprise Guimob. Les jeunes ont sillonné les coins et recoins du quartier pour dégager les ordures. C'est une contribution de notre pays aussi, comme on n'a pas les moyens de mettre à disposition de l'État. Mais l'assainissement que l'État doit faire, quand nous les citoyens de ce mouvement, on a à se mobiliser chaque dimanche à faire l'assainissement. Compte tenu des capacités d'investissement que M. Fona est en train de tenir dans ce quartier, mobiliser les jeunes, faire des donations, défendre la salubrité dans le quartier, donc ça ne pourrait être qu'un acte salutaire. Cette journée d'assainissement va au-delà des actions de salubrité. Elle est aussi l'occasion de sensibiliser la population sur l'importance de la préservation de l'environnement. Donc wali na mwen wali na sama ba la gina ka bil la ma kan roigiri no ko mese se fama menga sai ban sanga fama no roigiri. La propriété est l'affaire de tous. Je les remercie. Nous devons tous lutter contre l'insalubrité. Le mouvement des jeunes Yete Kanfé compte élargir cette action citoyenne à travers la capitale. À Farana, le fleuve Niger, qui depuis belle lurette assure le bien-être des populations, est en cours de disparition. Une triste réalité qui affecte le couvert végétal. Malgré les efforts des autorités sur place, des fours de briques cuites sont encore visibles dans le secteur de Diara. C'est notre grand format de ce soir. Il est réalisé par Ibrahima Oulin Fofana et Silati Koroma Sué. Au centre-ville de Farana, tout comme dans les villages,
Plusieurs personnes continuent d'utiliser des briques cuites dans la construction des bâtiments. C'est le cas de ce chantier. L'aspect économique de ces briques fait que ce père de famille s'y intéresse. Quand vous prenez des gens pour te faire coudre la brique à 5 francs, vous la faites brûler, vous l'avez au moins, on peut la vendre à 1000 francs. Le transport, moins. Avec la brique cuite, elle est par rapport plus résistant que certaines briques en ciment. Parce que certains font, pour un sac de ciment, ils peuvent utiliser au moins 50 briques ou 45 briques. Prenez l'arme tout de suite, vous tirez, vous allez voir que les balles vont passer. Mais prenez l'arme, tirez ici, aucune balle ne peut traverser. Il y a aussi un problème de fraîcheur. Plusieurs personnes pensent que les briques en ciment sont beaucoup plus chères. Or, c'est le contraire. Parce que quand vous construisez avec des briques en ciment, le crépissage ne vous sera pas difficile. Et les briques en ciment ont des trous qui captent la chaleur pendant la journée, mais c'est le contraire avec des briques cuites. Aujourd'hui, la berge du fleuve Niger est quasiment transformée en une briqueterie. À travers ces actions anthropiques, toute cette partie du fleuve est dans un état de dégradation très poussé. L'environnement est aussi menacé de disparition. Le mois passé, nous avons fait une mission de répression dans ce secteur Yara où nous avons saisi 20 brouillettes, une moto TVS, un vélo, 2 motoculteurs, pioches, des pelles, des dabas qui sont mises à la disposition de la justice. L'unité régionale de la lutte contre la criminalité des espèces de faune et de fleurs a saisi le procureur et nous attendons le jugement. Et ce matin, nous sommes venus voir s'il n'y a pas eu insistance de la part de ceux qui mènent ces activités. Nous avons trouvé ces fours en train d'évoluer et nous sommes là ce matin-là pour voir qu'est-ce qu'il faut. La galerie forestière est complètement détruite dans cette zone. Mais il faut retenir que c'est le seul site qui insiste encore. Et nous avons demandé aux services techniques, notamment la section des forêts faunes, de veiller sur ce site. Tout ce qu'on trouve ici seront saisis et mis à la disposition de la justice. Sur le terrain, l'inspection régionale de l'environnement collabore avec la direction préfectorale des mines. La pratique est presque réprimée dans toutes les carrières de briques. À ce jour, seulement qu'à Diara, où il y a encore de la réticence. La décision de fermeture des carrières de fabrication de briques à Farana remonte en 2022, lorsque l'autorité régionale a une confection de briques le long du fleuve Niger. Elle a été suivie par la direction préfectorale des mines. Ce n'est qu'en cette année 2025 on a été surpris de voir certains fabricants qui sont venus commencer la confection des briques. On les a sensibilisés afin qu'ils puissent arrêter. Mais c'est seulement ce site de Diara qu'il y a la réticence. Les récalcitrants qui travaillent ici ont continué à confectionner les briques, même nuitamment. Au cours de cette sortie de répression, un camion transportant des briques a été saisi. Le débarquement est aussitôt fait et des interpellations par les agents de l'inspection régionale de l'environnement en ont suivi. Je transporte 1000 briques à 250 000 francs. Je paye mes apprentis et avoir aussi la recette. Tout le monde doit s'impliquer dans le cadre de la protection de ces cours d'eau. Parce que c'est un bisou pour nous. Quand vous partez par exemple dans la zone de Botier, vous trouverez les mines d'eau. Vous partez dans la région de Kankan, il y a les mines d'or. Vous partez à Zérekore, il y a une mine de fer. À Farana, la seule ressource, c'est le fleuve et son bassin. Ces ressources naturelles doivent être préservées, protégées dans le cadre du bien-être de la population guinéenne. Pour rappel, le fleuve Niger prend sa source à Farana, dans la sous-préfecture de Kobikoro, à Bakando, au moins à 170 km du centre-ville. Ce patrimoine naturel parcourt 4200 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique et qui traverse 9 pays. Pour ce faire, des dispositions idoines devraient être prises pour la survie de ce fleuve et de son environnement. C'est seulement le fleuve Niger et le parc national du Haut-Niger qui constituent les seules ressources naturelles pour la préfecture de Farana. Le quotidien Horoya, créé au lendemain de l'indépendance de notre pays à 64 ans, plus d'un demi-siècle d'existence que ce journal étatique compte célébrer. Le personnel et les responsables se préparent activement pour rendre ce moment solennel et inoubliable. Madi Bangora, Fodé Abbas Sissé. Le journal Horoya se prépare à célébrer son 64e anniversaire. Un moment historique. Depuis plusieurs jours,
Une véritable mobilisation est observée au sein de la rédaction. Responsables et agents unissent leurs efforts pour faire de cet événement une réussite mémorable. Dans les couloirs de la rédaction comme dans les salles d'archives, l'ambiance est marquée par l'enthousiasme et la fierté. Dans les années 47, on l'appelait pas Oroya. C'était juste des phares de Guinée, édités par un groupe d'intellectuels d'élite guinéens qui avaient pris conscience vis-à-vis du système colonial. Les phares de Guinée, ils sont passés au coup de bambou. Et de coup de bambou, ils sont passés au réveil. C'est après le réveil, dans les années 58, 59, 60, que Oroya a pris le nom Liberté. Aujourd'hui, je demande une doléance au président de la République et à tout son gouvernement de nous assister pour avoir le matériel. On travaille avec les moyens de bord. Grâce à la volonté des autorités et à une vision tournée vers l'avenir, le quotidien Oroya a connu une modernisation. Le journal s'est engagé dans une dynamique de renforcement de ses capacités tant sur le plan technique que sur les conditions de travail des journalistes. Oroya qui a 64 ans, Oroya a fait un parcours. C'est le moment de faire le petit bilan. En 64 ans, qu'est-ce qu'on a eu à faire? En 64 ans, quels sont les manquements qui se passent? En 64 ans, quelle est la doléance que nous pouvons poser à l'État? Quand on me nommait, le journal ne paraissait pas. Le journal pouvait faire des années ou des mois sans parution. Quand on a été nommé à l'époque, on s'est mis ensemble avec tout le personnel du quotidien national pour redorer le blason, parce qu'il faut savoir que le quotidien national aurait une grande maison. Conscient des enjeux liés à l'évolution des technologies de l'information, Oroya a diversifié ses sources de communication. Une démarche stratégique qui lui permet aujourd'hui de toucher un plus large public en restant fidèle à sa mission d'information. Depuis sa création en 1961, Oroya a traversé les âges et les contextes, tout en gardant le cap, celui d'un journal national proche du peuple, engagé pour une information fiable et accessible. Un peu plus loin dans la préfecture de Kouroussa, les responsables religieux viennent de boucler la lecture annuelle du Saint-Coran. L'événement s'est tenu dans la sous-préfecture de Babila. Pour l'occasion, des prières ont été faites pour la paix et la stabilité dans le pays. Autre précision avec Bakary Bamba Kondé. Le village de Babila a accueilli avec ferveur la clôture annuelle de la lecture du Saint-Coran, réunissant des délégués de plusieurs villages de la préfecture de Kouroussa. Cet événement qui prône la paix et l'harmonie entre les communautés a également été l'occasion d'exprimer un soutien fort au président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour ses initiatives en faveur du développement. Nous remercions Dieu, celui qui a donné à la Guinée ce bon président, général Mamadi Doumbouya. Général Mamadi Doumbouya, que Dieu lui donne longue vie pour protéger la Guinée. Avoir un bon président, c'est de la chance. Le président qui dit d'être ensemble et renforcer l'unité nationale. Chaque année, les villages se rassemblent pour célébrer cet événement spirituel qui renforce les liens communautaires. Cette année, le choix du village de Babila comme hôte a été salué par tous. Dieu merci, nous saluons tous et nous demandons pardon à tout le monde, car dans la masse, l'on commet toujours des erreurs. Mais il faut pardonner à son prochain pour avancer et faire avancer le pays. On est content de tous les habitants de Babila pour leur accueil et l'hospitalité. Ils exhortent tous au renforcement du tissu social et à la culture du patriotisme pour le développement de notre pays, ainsi que l'accompagnement du chef de l'État dans ses initiatives. La clôture annuelle de la lecture du Saint-Coran à Babila a permis de renforcer les liens entre les villages de la préfecture et promouvoir un message fort de paix et d'unité.
À Conakry, les opérations de vaccination ont débuté pour les futurs pèlerins. Une décision des autorités saoudiennes qui s'inscrit dans la stratégie globale de prévention des maladies infectieuses et dans la protection des pèlerins pendant le Hajj. Le coup d'envoi est donné par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses à la Grande Mosquée Faisal, Marwan Kamara, Soriba Bangoura. Les lieux saints de l'islam attirent chaque année des millions de croyants musulmans venus des 4 coins du monde pour accomplir le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Lors de ce grand rassemblement religieux, certaines maladies transmissibles ne sont pas à négliger, comme la méningite et la fièvre jaune. Son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a instruit le secrétariat à travers le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les dispositions légales, surtout toutes les exigences des autorités saoudiennes. Tout ce qui peut annuler le pèlerinage ou annuler la participation d'un pèlerinage, nous sommes instruits de les éviter. C'est pourquoi le président de la République lui-même a pris en charge le prix des vaccins pour l'ensemble des 10 000 pèlerins. Ce prix-là n'inclut pas dans le prix du Hajj, le tarif du Hajj. Il est entièrement payé par le chef de l'État. Pour le bon déroulement de cette opération, des équipes pluridisciplinaires regroupant des médecins et agents paramédicaux sont désignées au niveau des différents sites de vaccination. Nous avons ouvert 10 sites, dont 9 sites ouverts au grand public et un site à la présidence. Et les maladies qui sont ciblées par rapport à cette vaccination, il y a la fièvre jaune et la méningite qui ont été les exigences pour cette année. Cette mesure représente pour les pèlerins une opportunité de se protéger et de protéger les autres lors du pèlerinage. Soul Banks, l'une des figures emblématiques de la musique guinéenne, a été accueillie à l'Institut supérieur des arts moricantés de Djubreka. Il a échangé avec les étudiants de cet institut avant de partager un moment de détente musicale avec eux. Ces échanges ont laissé une empreinte dans le cœur des participants et le concert, un facteur de rassemblement de l'ensemble des artistes. Candécila Saint-Martin Fascinadou. Soul Banks à l'Institut supérieur des arts moricantés de Djubreka. L'événement a mobilisé des milliers d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et des responsables. Un rendez-vous qui a non seulement mis en lumière le talent de l'artiste, mais il a également démontré l'engagement des autorités de l'USAMK de Djubreka à promouvoir la culture musicale et à soutenir les jeunes étudiants artistes en herbe. On a considéré que Soul Banks était un modèle, c'est pour cela que nous avons préféré qu'il soit là, pour que nos étudiants puissent s'inspirer de tout ce qu'il a eu à faire. La journée a débuté par une séance de partage où Soul Banks a échangé avec une trentaine d'étudiants de la filière musique et musicologie sur son parcours musical de façon générale. C'est important parce qu'aujourd'hui, aux yeux du monde de la musique guinéenne, on est considéré un peu comme une référence. On a aussi ce droit de faire une sorte de retour de connaissances, même si on continue encore d'apprendre des choses. Mais on a une petite expérience au moins qui peut profiter à pas mal de gens. On a reçu l'invitation, je pense qu'il y a de cela 1 an et quelques. Donc on était en train de s'organiser à comment pouvoir rendre ça possible. Dieu faisant grâce, aujourd'hui cela est possible. Donc vraiment, ça nous fait plaisir d'être là. Soul Banks a collaboré avec les étudiants musiciens pour des sessions de création musicale. L'énergie était palpable alors que les participants ont eu l'opportunité de travailler directement avec l'artiste. Ce que nous faisons ici de façon générale, nos familles pensent que nous faisons du n'importe quoi. Quand on vous dit tu es orienté à l'ISAG, c'est toute une autre chose qu'on te dit. Donc nous on s'est dit qu'il faudrait inviter des gens comme Soul Banks pour venir éclairer cela. En plus d'inspirer les étudiants, le séjour de Soul Banks ici à l'ISAMK de Djubreka a renforcé l'importance de la musique comme moyen d'expression et de connexion. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.